En direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie, amphithéâtre Gaston Berger, le père de la prospective. Ça tombe bien, parce qu'on parle beaucoup de prospective. Et on va parler de voyage apprenant. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est le concept du voyage apprenant, si vous ne le maîtrisez pas totalement. Et ce sera la dernière table ronde de cette journée que j'ai adoré animer avec vous, sous vos regards. Et en vous imaginant à l'écoute des tables rondes et des interlocuteurs et interlocutrices passionnants que j'ai pu avoir. Et je ne doute pas que cette dernière le sera tout autant que les autres. Le voyage apprenant, on va en parler. Et on va en parler avec Nathalie Tretiakov, qui est déléguée générale du SGEC, du secrétaire général de l'enseignement catholique, avec Marie-Alban Debussy, qui est chef d'établissement à l'institution Jean-Paul II de Compiègne, avec Jean-Pierre Bonnet, qui est directeur diocésain d'Orléans, et avec Catherine Huel, qui est membre du secrétariat général de l'enseignement catholique, bien sûr, qui œuvre dans l'association de la formation à distance de l'enseignement catholique et accompagne pour l'essentiel, la formation au concours des futurs enseignants. Et j'ai envie de commencer avec vous, Catherine Huel, parce que c'est vous qui allez nous expliquer ce qu'est le voyage apprenant. Vous allez pouvoir nous l'expliquer, parce qu'en plus, vous avez écrit un journal. Parce que vous avez assisté quasiment à toutes les étapes. J'en parle comme s'il s'agissait d'un Tour de France, mais ça a été pas loin d'être un Tour de France. Et vous avez commencé en disant de la carte de ce voyage apprenant, je vous lis, je vous cite, je ne sais pas grand-chose, pas de carte topographique précise, mais une boussole qui montre le nord et quelques indications. Vous dites que je ne sais pas grand-chose, alors que vous savez tout. Et c'est pour ça que je vous donne la parole en premier. Alors, un voyage apprenant, c'est pas un concept qui nous est très familier. Enfin, on sait qu'il y a un voyage. Donc, du coup, qu'on va se déplacer. Ça, on le sait. On sait à peu près d'où on part. Ouais. On ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas ce qu'on va apprendre. On ne sait pas ce qu'on va apprendre. En l'occurrence, je ne savais même pas avec qui je partais. Je savais qu'il fallait que j'emmène de l'enthousiasme. Il fallait que je me dépouille de ce que je savais. Voyager léger, comme vous dites. Exactement. Je savais qu'il fallait aussi que j'emmène un petit dictionnaire parce que ces voyages apprenants mobilisent des mots qui ne nous sont pas familiers, des sponsors, des designs. Donc j'avais mon petit répertoire personnel et il fallait se lancer. Et en fait, je n'ai pas été déçue. Parce que, grosso modo, pendant plusieurs mois, on a tricoté des choses très différentes, qui étaient à la fois des choses un peu théoriques, où on a appris ce que c'était qu'une innovation, oui. Des choses très pratico-pratiques, où on a essayé de mettre ça presque en dessin, en fait. Et puis, on a été voir des structures qui étaient éloignées de l'enseignement catholique, mais pour voir comment eux, ils avaient fait. Et enfin, on s'est regardé le nombril pour savoir, nous, comment, avec tout ça, on pourrait avancer. Et au contact de qui avez-vous été et au contact de qui avez-vous appris ? Alors, nous avons été au contact de deux structures, l'une qui était Air Liquide, plutôt le Business Lab d'Air Liquide, une petite structure genre start-up dont mes compagnons vous parleront longuement, et une structure très institutionnelle, mais dont nous avons vu surtout le lab, et qui est Pôle emploi. Et on a appris de tous. Vous avez été de laboratoire en laboratoire. Tout ça pour apprendre à en faire un ? Exactement. C'est ça ? Nathalie Tretiakov, ça donne quoi le retour d'expérience, le retour de voyage, si j'ose dire. Vos valises sont pleines, vous avez des souvenirs particuliers, des endroits où vous avez eu l'impression d'avoir plus appris qu'à d'autres ? Je dirais que c'est un tout. On a vraiment beaucoup appris, donc moi je repars avec plein de choses dont je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va en faire quelque chose, ça c'est sûr. Je crois qu'effectivement, ça nous décale. Donc nous décalant, ça nous oblige à changer un peu notre logiciel. Et là, aujourd'hui, on a été nourris pour pouvoir le modifier. En revanche, il y a deux choses que je dirais. La première chose, c'est que moi, j'ai été impressionnée par la place donnée, ça me va bien pour notre institution, aux acteurs d'abord et aux pratiques ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, la première place, elle est donnée aux personnes. C'est-à-dire que ce sont par les personnes que nous apprenons, par la rencontre, par le lien, par les discussions.
les conversations, comme dirait Codesign, ça fait partie aussi du répertoire, du lexique qu'on a appris. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des conversations qu'on mène avec d'autres, y compris avec nous-mêmes, qui nous apprennent à nous décaler et à construire. Donc la place des acteurs qui viennent parler de leur pratique. Donc on ne parle pas d'une théorie, on parle vraiment de quelque chose qu'on construit, qu'on fait, et c'est par ce que font les autres qu'on vient questionner à partir de ce que nous on fait, qu'on construit d'autres choses. Et puis, il y a une deuxième chose qui est en train de me sortir de l'esprit, que je voulais dire. Elle va me revenir tout de suite après, le temps que je demande à Jean-Pierre Bonnet, lui ce qu'il a pensé. Parce que, a priori, sur le papier, je veux dire, c'est pas évident d'imaginer que des personnes qui veulent réfléchir sur l'évolution de l'enseignement catholique aillent voir des gens d'Air Liquide ou de Pôle emploi. C'est pas évident comme démarche, ça. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, d'autant plus que lorsqu'on parle de design, déjà il faut se mettre d'accord sur le sens du mot, parce que moi dans design, c'était le design du meuble, le design d'une chaise, et puis là on parle de design de transformation. Oui. Donc, là vous parlez de l'agence Co-Designit qui a été l'accompagnatrice de la démarche. Et c'est vrai que ça bouscule. Et pourtant je pense que, pour répondre à votre question Marc, en allant rencontrer des personnes d'un environnement différent, d'une histoire professionnelle différente, sortir de notre entre-nous ou entre-soi, puisqu'on est plus ou moins tous issus du milieu enseignement, d'accord, pour aller voir ce que font les autres, c'est aussi riche. Comment se former pour pouvoir mieux accompagner, pour pouvoir mieux dynamiser sur les différents territoires dans lesquels nous exerçons nos responsabilités, comment se former pour pouvoir accompagner, et en allant voir et rencontrer ce qui a été dit par les uns et par les autres des laboratoires, ça donne énormément d'idées. Nous sommes, je pense que les enseignants sont des pépites d'initiatives, d'idées, de propositions ou autres. Mais souvent, ça s'arrête à la porte de leur classe, à la porte de l'établissement. Comment ça peut aller au-delà? Et à travers ce voyage apprenant, je me dis, là, il y a des outils pour aller au-delà, pour mutualiser, pour expérimenter, pour prototyper, puisque c'est aussi des termes que moi je viens d'apprendre par rapport à ça. Donc ce voyage-là, et en découvrant les laboratoires, ouvre des possibles à l'enseignement catholique pour sortir de son schéma et de son paradigme initial. À aucun moment, Marie-Alban, vous ne vous êtes dit « qu'est-ce que je fais là ?» Ah non, pas du tout. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui font écho par rapport à ce que j'ai pu vivre durant ce voyage. Moi, je suis arrivée là aussi sans trop savoir pourquoi. Alors, pourquoi moi déjà, et pourquoi intégrer une équipe principalement du SGEC dans une démarche de réflexion, tout en me disant si c'est moi, c'est qu'il faut que j'y aille. Et voilà, la question n'est pas restée très longtemps. Voilà, je me suis lancée, puis en plus il y avait un délai assez court quand même entre le moment où on a été invité à venir et le moment où on est venu réellement. Donc voilà, on s'est lancé. Et moi j'ai été particulièrement nourrie par la richesse des échanges dans au départ une équipe enseignement catholique, donc SGEC, directeur diocésain, chef d'établissement, qui portons la même question, la même envie d'œuvrer pour l'éducation, mais avec une réalité du quotidien assez différente. Donc cette question qui nous rassemble, et en même temps tous les éclairages que chacun a pu apporter qui étaient très, très, très riches et très intéressants. Et puis aussi ces visites, effectivement, à Air Liquide et à Pôle emploi, qui m'ont au départ étonnée, tout en me motivant beaucoup, mais c'est quand même assez innovant pour le coup de sortir de nos établissements ou de sortir de nos directions diocésaines et du secrétaire général pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans les entreprises. Mais j'ai vite compris dans les rencontres qu'on y a faites et les échanges qu'on a eus que c'était vraiment important, et qu'en même temps on se rejoint sur plein de choses, c'est-à-dire comment on peut faire que les gens se rencontrent pour construire, qu'on puisse. Ce qui m'avait marqué dans la première visite, c'était qu'on fasse se rencontrer des gens différents, parce que c'était même un des critères d'éligibilité des projets en fait chez Air Liquide, se faire rencontrer des personnes différentes pour que les projets soient plus riches et qu'on puisse confronter des façons de voir qui nous permettent et de nous décentrer de ce qu'on est, de nous conforter dans des points forts qu'on voit peut-être plus comme des forces, parce que
parce qu'on pense que la force est partout, alors qu'on se rend compte qu'ailleurs, c'est pas une force et qu'on a la chance de l'avoir, donc on va pouvoir s'appuyer dessus. Et puis en même temps, nos fragilités qui peuvent être surmontées d'une façon qu'on n'avait peut-être pas pensé parce qu'on n'avait pas été à la rencontre de ces personnes-là. Et donc voilà, donc cette richesse, aussi bien au sein du groupe de l'enseignement catholique avec nos diversités et en même temps en sortant de là. Catherine Nuel. Une des choses qu'on a pu apprendre au contact de Air Liquide et de Pôle emploi, c'est de se rendre compte qu'il pouvait y avoir un accompagnement des projets innovants. C'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés dans les deux structures ne sont pas eux-mêmes à l'initiative de projets, mais simplement ils accompagnent, c'est-à-dire qu'ils créent les conditions de la réussite de ces projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait transposer. Donc, à la fois, il y avait l'idée qu'ils ne pouvaient pas tout accompagner de leurs structures respectives, qu'il y avait une première sélection dont chacun avait défini des critères à l'aune de sa propre structure, mais qu'une fois que cette sélection a été faite, il y avait un accompagnement et que cet accompagnement était un des garants ou facilitateurs, on va dire, du succès. Et ça, je pense que c'est une idée qui est tout à fait transposable à tous les environnements, mais au nôtre en particulier. C'est plus des raisonnements ou des valeurs que vous avez pu éventuellement intégrer en vous disant, tiens, ça pourrait me servir que d'autres éléments dans les sociétés, dans les boîtes que vous avez visitées. C'est plus concret que ça. C'est des manières de faire, des manières d'accompagner. Nathalie Tretiakov, vous avez retrouvé ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Exactement, oui. Et c'est lié avec ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'enrichir extrêmement fortement d'expériences des autres, dans des contextes très différents, mais qu'on ne ferait pas exactement la même chose. Parce que justement, on va tenir compte de nos contextes, des contraintes qui sont les nôtres. Voilà. Et ce qui m'a intéressée aussi, par exemple, quand on a été... je vais donner 2 exemples. Quand on a été chez Air Liquide, on a vu un laboratoire fonctionner. Et effectivement, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'ils nous ont fait découvrir, on voit bien qu'il y a des éléments de pratique très concrètes qu'on va sans doute pouvoir réutiliser, mais on ne vivra je ne pense pas qu'on pourrait vivre le laboratoire de la même façon. Voilà. Quand on a été chez Pôle emploi, de la même façon, on se rend compte une structure qui a, elle aussi, mais à disposition de l'entreprise, au sens large, c'est-à-dire de toutes les succursales et les antennes, un laboratoire. Et je pense que nous, on est plus dans un processus d'accompagnement de tout ça, donc on fera sans doute autrement. Par contre, j'ai été marquée, je pense vraiment que les pratiques vont pouvoir être transférables, et je me suis rendu compte aussi du temps. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais... on va leur demander. Voilà, quand Pôle emploi nous a présenté, donc nous a dit la première chose qu'on a voulu faire, c'est mettre en place une culture de l'innovation partout, dans toutes nos antennes, au national, etc. Et pour faire ça, donc ils nous ont expliqué, je ne vais pas le refaire, tout le cheminement, et ils nous ont dit que ça avait mis 6 ans, et que 6 ans après, chez Pôle emploi, la culture d'innovation était partout. Alors, ce dont on n'avait pas forcément tous la représentation. Ouais, mais en fait, cette idée du temps, du processus adapté, m'a paru flagrante. Et après, que ça passe effectivement par des pratiques particulières. Et par des personnes. Marie-Ban. Oui, et par l'importance des personnes dans toutes les entreprises a été quand même beaucoup mise en avant. Et ça fait écho chez nous aussi, puisque ce soit au niveau des classes, des établissements, des directions du CCN ou même du secrétariat général, il y a quand même des projets qui sont portés par des personnes. Et chez Pôle emploi, la relative... le court temps d'émission, puisqu'il y avait quand même un changement tous les 2 ans, peut aussi mettre à mal un petit peu les choses mises en place. Il y a des personnes qui portent l'innovation à fond et puis d'autres qui vont être un petit peu plus sur la retenue pour des projets des projets qui sont peut-être qu'à l'état de création et pas encore mis en œuvre vraiment. Et nous, on est confrontés à cette question-là aussi. Alors, les chefs d'établissement ne changent pas tous les 2 ans en général, mais c'est vrai qu'on est forcément, quand on change, on a des projets en cours, on ne sait pas s'ils vont continuer à voir le jour, mais on donne sur la durée qu'on a une direction à notre établissement ou à notre structure. Donc, la place des personnes, effectivement. Mais le temps aussi, et c'est presque rassurant aussi de se dire qu'on construit quelque chose là sur le long terme et qu'il faut qu'on arrive
avancer, mais pas se mettre la pression d'un timing trop court non plus. C'est une impression d'ensemble qu'on retire de ces voyages, ou c'est des choses très très précises? C'est une autorisation qu'on se donne de penser, c'est une vérification presque de choses qu'on a pu penser avant, mais dont on se disait c'est peut-être aléatoire, c'est peut-être pas sûr, c'est peut-être pas le bon chemin, et puis on s'aperçoit que d'autres ont fait ce chemin-là et qui s'en sont bien sortis. Donc ça permet psychologiquement d'avoir, j'allais dire, une certaine autorisation, c'est le mot que j'employais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'espère ne pas attendre l'autorisation de penser par quelqu'un, oui. et de pouvoir non, mais l'autorisation de penser que quelque chose est possible. Oui, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Oui, tout à fait. Ce que je disais aussi pour répondre à votre première question, Marc, c'était de dire on a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées qui émergent, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'expériences, etc. Mais comment ces idées-là, après, sont valorisées et deviennent porteuses à l'échelon diocésain en ce qui me concerne, mais à l'échelon national, à l'échelon de l'établissement, etc., etc. Une des difficultés et un des leviers, me semble-t-il, que ce voyage m'a permis de faire, c'est d'oser expérimenter des idées, etc., et d'y aller. On n'a pas le droit d'utiliser ces termes-là, le secrétaire général ne le souhaite pas, mais go ou no go. Voilà, on y va ou on n'y va pas. Eh ben, c'est une question toute simple. Vous l'avez dit en français, c'était très bien. C'est très bien, oui, c'est vrai. On y va ou on n'y va pas. Mais la question, elle est très simple. On y va ou on n'y va pas? Et pourtant, pour moi, c'est une découverte. Voilà. Comment une idée, aujourd'hui, reçoit un avis favorable du groupe pilote, du groupe sponsor, etc., pour aller au-delà et devenir un lieu d'expérimentation et d'innovation. Vous avez vu des moteurs marcher, en fait. Oui, vous les avez vus fonctionner. Tout à fait. Et vous avez dit, tiens, on peut non pas construire le même, mais il y a des mécanismes qui fonctionnent. La preuve, elle est là. Et vous les avez vus. C'est un petit peu ça, non, Catherine? Oui, tout à fait. Ça nous a permis aussi de sortir du cadre, de notre cadre, et d'y sortir en groupe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être moins évoqué pour le moment, puisqu'on a beaucoup parlé de nos expériences avec des structures extérieures, mais nous étions une quinzaine de personnes, et du coup, ça nous a permis de confronter des problématiques différentes, quelquefois de manière un peu abrasive. Enfin, on n'était pas du tout dans la langue de bois, on était tout à fait dans la confrontation des choses, et d'essayer de penser collectivement à comment on pourrait retranscrire dans l'enseignement catholique des choses qu'on avait vues. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la manière dont on a utilisé ce qu'on a été chercher, ce qu'on nous a proposé, plus qu'on a été chercher, ce voyage-là, pour se l'approprier pour nous et passer par la médiation de Lego, de pièces, de dessins, de réalisation d'un portefeuille. Et ce passage par la pratique, enfin, l'opérationnel est extrêmement intéressant. Nous obliger à représenter quelque chose et le faire par la relation et le lien aux autres. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être un accélérateur, après avoir été un accélérateur de pensée, et que ça va être un accélérateur d'action pour vous? Alors, pour ma part, si je me positionne dans la mission qui est la mienne, oui, c'est sûr, parce que ça me donne de la force, en fait. Enfin, ce voyage m'a permis aussi de me nourrir de tout ce qu'on a vécu. Il y a des obstacles que vous ne rencontrerez pas, parce que vous savez comment... Il y en a plein, mais en fait, il y a une chose que je voulais rajouter à ce que Jean-Pierre disait, c'est que, alors, le go ou no go, c'est sûr que c'est le go qu'on choisit, mais c'est aussi, on se plante, c'est pas grave, quoi, on y va. Et à la place de l'échec... Moi, j'ai trouvé que l'échec était complètement dédramatisé. Alors, bien sûr, on a aussi évoqué des situations où l'échec peut avoir des conséquences sur nos élèves ou sur les profs, et il faut quand même faire attention. Mais en tous les cas, dans les projets innovants du quotidien ou dans l'établissement, il y a plein de choses qu'on s'empêche de faire simplement parce qu'on a peur de se planter, mais qui finalement n'auraient pas des conséquences très graves, mais auraient au moins mis en route des équipes. Mais les échecs des autres devraient normalement vous empêcher vous-même de les subir. C'est en ça que ça peut être un accélérateur, non? Oui, voilà. Enfin, en tous les cas, à partir du moment où ça nous met en recherche,
c'est plus de l'échec, puisque de toute façon, on aura appris des choses et on aura avancé. Donc, ça nous permettra d'avancer peut-être autrement après et de façon plus efficace. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et aussi à travers la question que vous posez, Marc, c'est oui, ça va être un accélérateur, là aussi, sur le champ de responsabilité qui est le mien, parce qu'on va se permettre de. Oui. Et si on se plante, excusez-moi d'être trivial, ben on se plante, c'est Oui. pas dramatique, ok, mais on aura essayé. Dépasser le stade de il y a qu'à, il faut qu'on, etc., il aurait fallu que, etc. Ben non, on y va. On va se mettre autour de la table, on va créer les conditions pour, et on va oser expérimenter. Puis on verra bien. Catherine? Je crois qu'on repart tous aussi avec une grosse progression dans la méthodologie de la conduite de projet, c'est-à-dire les différentes étapes et le prototypage, c'est-à-dire que l'idée qu'il faut faire le plus concrètement possible, quitte à ne pas réussir la première fois, recommencer, être dans l'écoute, être dans la vérification de ses hypothèses, etc. Et ça, c'est... Quand on travaille dans un univers d'éducation où on vise généralement l'excellence du premier coup, ça c'est très intéressant de savoir qu'on peut essayer, tenter, recommencer, repartir, etc. Il y a 3 phrases qui sont à la fin de votre journal. Je précise qu'il y a marqué « à suivre » à la fin de la page, donc j'attends avec impatience cette suite. Mais je ne résiste pas au plaisir de les dire. On voit grand, mais on commencera petit. On pense global, mais on aidera d'abord le local. On ambitionne une mobilisation générale, mais on se concentrera sur une communauté ciblée. On arrête là, ou vous voulez en rajouter un peu? Non, à suivre. À suivre. Merci à vous 4 de vous être rendus disponibles pour cette table ronde dans le cadre de cette journée démarche globale. Et je vous donne rendez-vous sur scène tout à l'heure pour la conclusion des travaux et pour apprendre un petit peu la cartographie des projets que toute cette assemblée aura permis de faire naître. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.